Oh bien, bonjour aux personnes en ligne pour ce second webinaire sur l'intermodalité de l'ADMA et de la FUB. Aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie multimodale pour accroître l'aire d'attraction des transports publics avec M. Gemelin, des transports publics de la région lausannoise. Comme le premier webinaire de la série, les enregistrements seront disponibles, l'enregistrement, pardon, sera disponible sur le site web de l'ADMA ainsi que sur notre chaîne YouTube. Merci, Monsieur Gemelin, d'être présent avec nous. Notre horaire aujourd'hui est de 13h30 à 14h30, très exactement. Vous êtes Juste bien sûr... encore Oui, trois intervenants, deux, donc ça trois veut dire que minutes. Parfait, ça ça se commence à bouscule dans rentrer. la salle d'attente. Parfait, parfait. On va les laisser rentrer. Ouais. Ah oui, je viens de voir ça. Merci, Christophe. Ah, on va m'autoriser s'ils n'ont pas immédiatement les autorisations. Eh bien, Christophe, voulez-vous qu'on recommence? Oui, je pense qu'on peut y aller. Parfait, merci. Donc, re-bienvenue aux personnes qui n'étaient pas d'emblée là à exactement 13h30. Donc, je vous remercie de vous connecter à ce second webinaire sur l'intermodalité présenté par l'ADMA et la FUB. Comme le premier webinaire qui avait eu lieu au printemps, il y a un enregistrement en cours. L'enregistrement sera disponible à la fois sur le site web de l'ADMA et sur la chaîne YouTube de l'ADMA. Aujourd'hui, nous allons discuter de la stratégie multimodale pour accroître l'aire d'attraction des transports publics avec M. Christophe Gemelin, des transports publics de la région lausannoise en Suisse. Notre webinaire durera de 13h30 à 14h30. Nous vous invitons, comme d'habitude, à poser vos questions dans la section qui s'appelle « Conversation » que vous voyez en haut. Vos micros et vos caméras pour les participants sont désactivés. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Ma collègue Éline, que je remercie chaleureusement, est présente avec nous. Elle prendra en note les questions pour les retransmettre à M. Gemelin. Comme vous pouvez le voir, la première section de notre webinaire consistera en introduction sur un petit peu l'intermodalité en Suisse. Nous allons ensuite continuer avec l'intervention même de M. Gemelin et ensuite la période de questions et réponses. Donc, un petit peu de contexte suisse sur l'intermodalité vélo, train et marche. Tout d'abord, mes collègues sont allés faire un voyage exploratoire en Suisse au printemps cette année. Ils ont eu la chance d'avoir l'accompagnement dans la ville de Lausanne du référent marche de Lausanne, M. Pierre Corajou. Le constat général du voyage en Suisse a été qu'il y a une pratique du vélo et de la marche au quotidien qui est plus forte en Suisse alémanique, mais qu'il y a une augmentation à la fois de la marche et du vélo quotidien plus forte en Suisse romande depuis environ 2010. Donc, des constats plutôt positifs. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Suisse, l'intermodalité train et vélo est reconnue pour sa facilité. Une facilité qui est augmentée, si on peut dire, par la présence à la fois des indications de direction, donc dans les gares et aux abords des gares, des indications sur les quais et sur les panneaux d'affichage lorsqu'on parle d'emport des vélos. Il faut être réaliste, par contre, l'emport des vélos en Suisse varie selon les types de trains. Il est payant au minimum, non pas au minimum, ça peut aller jusqu'à 14 francs suisses par jour et les réservations peuvent être obligatoires selon le type de train ou selon la période de l'année. La Suisse, comme beaucoup d'autres pays, va privilégier l'envoi du vélo jusqu'à destination ou la location plutôt que l'emport du vélo.
Ce qui facilite aussi l'intermodalité train et vélo dans le quotidien, c'est la desserte ferroviaire qui est relativement dense, qui est régulière et fiable, la fameuse fiabilité suisse, hein? Et aussi la présence de vélostations près des gares ou dans les gares, mais ça, c'est en particulier vrai en Suisse alémanique, donc plus au nord de la Suisse. Je viens de vous parler d'intermodalité. Un petit rappel générique sur qu'est-ce que c'est que l'intermodalité ou la multimodalité. Monsieur Gemelin, Christophe a exactement les mêmes définitions que les miennes, donc c'est une première définition. Donc le cas de l'intermodalité, on voit ici sur mon petit dessin qui manque le piéton, mais c'est un cas où sur un même trajet, donc du point A au point B, on va utiliser plusieurs modes de déplacement, alors que quand on parle de multimodalité, on parle de flexibilité dans les choix pour faire notre trajet du point A au point B. Parfois, on va choisir nos pieds, parfois le vélo, parfois les transports en commun, de quelque nature que ce soit. Quelques mots maintenant sur Lausanne. Donc, Lausanne est la quatrième ville de Suisse en nombre d'habitants. Comme vous le voyez ici à l'écran en ce moment, l'agglomération complète compte près de 400 000 habitants. La ville comme telle, c'est environ 130 000 habitants. Les autres villes plus importantes de Suisse sont Zurich, Genève et Bâle. À Lausanne, pardon, j'ai un petit problème de souris. Voilà. Ah. Alors, à Lausanne, on a une part modale de vélo de 7% en 2021, ce qui est plus semblable, disons, que ce qu'on retrouve en France par rapport à, disons, des 17% qu'on peut retrouver à Bâle ou dans d'autres villes de la Suisse alémanique. Et ce qu'on constate, c'est une croissance plus forte du vélo euh, dans les années récentes à Lausanne. Donc, l'Observatoire de la mobilité de Lausanne indique 300% d'augmentation de trafic cycliste de 2014 à 2020, ce qui est indéniablement énorme. Et par ailleurs, on a un petit peu d'intermodalité aussi à Lausanne. Il y a une gare centrale et la vélostation ici ne fait que, en guillemets, 108 places, alors qu'à Bâle, on est plus sur du 1000-1200. Donc, il existe des possibilités d'intermodalité avec le train et avant de parler, bien sûr, de l'intermodalité avec les transports en commun. À savoir aussi, sur Lausanne, c'est une ville où il y a peu d'aménagements en site propre comme on les entend en France, c'est-à-dire que la majorité des aménagements cyclables vont être des peintures au sol. Et là, sans vouloir tomber dans la caricature, il faut quand même rappeler que dans la majeure partie de la Suisse, le respect des règles est plus fort que ce qu'on peut observer dans la majeure partie de la France. C'est-à-dire que ces bandes cyclables-là qui sont peintes au sol vont être réellement respectées à la fois par les, euh, les utilisateurs des véhicules motorisés, mais à la fois aussi par les cyclistes qui ont entre autres tendance à réellement rester à l'arrêt au feu rouge. Et ça, c'est des détails que vous pourrez retrouver dans le compte-rendu du voyage en Suisse de mes collègues, qui va bien sûr être mis en lien à la fin de cette présentation et de ce webinaire. Dans les détails à savoir sur Lausanne, c'est le fait que c'est une ville avec une topographie assez difficile. On a des pentes très fortes. La ville de Lausanne a publié la carte cycliste que vous voyez en ce moment qui indique, avec les chemins en trait continu, là où les routes sont les moins abruptes, tout en sachant quand même que la variabilité d'altitude de Lausanne va d'environ 900 mètres sur les hauteurs jusqu'à environ 400 mètres près du lac. Donc, on a 500 mètres de dénivelé dans la ville. Pour vous mettre en corrélation, là, le Sacré-Cœur à Paris ne fait que 130 mètres. Donc, ça fait quand même des dénivelés très importants. Et donc, même pour les cyclistes du quotidien ou les déplacements du quotidien, il y a un besoin de s'approprier cette déclivité-là. Par ailleurs, pour les piétons, Lausanne a une caractéristique assez intéressante. Il y a un référent piéton et un référent vélo, ce qui est assez novateur. Et ils ont ces deux référents-là depuis plusieurs années, alors qu'en France, on développe ces références-là depuis très peu de temps seulement.
Depuis le début des années 2000, ils ont ces 2 postes-là et un des projets phares, c'est celui que vous voyez en ce moment. Donc Lausanne, a des projets piétons. Celui-ci s'appelle Cœur de ville à 15 minutes. Ça consiste en une cartographie des cheminements, facilités pour les piétons, hem, avec aussi, des cheminements qui sont plus sécurisés, ainsi que du jalonnement. Mais en plus, il y a aussi de l'animation. Par exemple, ils ont, la ville de Lausanne comme telle, organise des marches de Jane, qui sont des marches, exploratoires, le long, entre autres, de ces tracés piétons-là, qui découlent des marches, de Jane Jacobs, développées en Amérique du Nord, principalement, à Montréal, Toronto et New York. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la carte, il y a vraiment un sens avec les petites flèches, sur le sens de praticité, de la marche piétonne selon, entre autres, probablement les déclivités de la ville. Voilà. C'était brève présentation de la situation géographique de Lausanne, hein, sur le bord du lac Léman, une des villes importantes de Suisse, avec des facilités piétonnes qui vont maintenant nous être présentées par Monsieur Gemelin. Monsieur Gemelin, qui est avec nous, je le remercie chaleureusement. Monsieur Gemelin est géographe de formation. Il a fait ses études à l'Université de Lausanne, complétées avec une thèse de doctorat sur la qualité des transports publics à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et il est avec les transports publics de la région lausannoise depuis 2008 en tant que chef de projet de planification à l'origine. Je vous donne la parole, Christophe, et je vous laisse Merci. partager votre présentation. Merci beaucoup, Fanny. Merci aussi pour la présentation lausannoise de qualité. Et puis, on répondra volontiers aux différentes questions qui viennent ultérieurement. Alors, le temps que je retrouve le document. Voilà, est-ce qu'il s'affiche correctement? De mon côté, c'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Donc, oui, peut-être en introduction, par rapport à ce qui a été évoqué sur les différences, suisses alémaniques et suisses romandes ou francophones qui sont, un peu la tarte à la crème de la mobilité en Suisse. On a ce même phénomène concernant les transports publics. On a, depuis une quarantaine d'années, eu une politique fédérale marquée par le fait que, soi-disant, les Suisses alémaniques étaient nés avec un ticket de transport dans les mains et puis que les Suisses romands étaient nés avec un volant de voiture dans les mains, ce qui fait qu'on a eu un décalage d'investissement tant dans le ferroviaire que dans les transports publics urbains énorme ces 40 dernières années et différentes études que j'ai pu mener à l'école polytechnique dans les années 90 ont montré que cette différence avait rien de culturel, mais était vraiment bien basée sur l'offre. C'est clair que quand vous avez un RER toutes les 15 minutes côté de Zurich ou de Berne, et puis que vous avez des trains régionaux non climatisés une fois par heure du côté de Lausanne, ce qui était la situation dans les années 90. C'est pas une question culturelle, c'est entre guillemets une simple question de qu'est-ce qu'on considère comme attractivité pour délaisser sa voiture. Et puis concernant le vélo, c'est la même chose à Berne, Zurich ou d'autres villes que vous avez mentionnées comme Burgdorf ou Bâle. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des politiques actives de promotion du vélo, qu'il y a des pistes cyclables et non des bandes cyclables, qu'il y a des vélostations dans lesquelles on rentre avec le vélo, qui sont quasiment des parkings souterrains à vélo, alors sans aller à la mode hollandaise, mais en tout cas de qualité. Alors qu'en Suisse romande, c'est vrai que c'est assez malheureux d'avoir 108 misérables places de vélo à la gare de Lausanne. Et effectivement, très peu d'aménagements, ce qui fait qu'on a une sorte de cercle vicieux, alors dont on est en train de sortir, mais il y a peu d'aménagements, donc c'est considéré comme peu sûr par les cyclistes, donc il y a peu de cyclistes qui occupent l'espace public, donc ça continue d'être dangereux, etc. Et le Covid a permis de mettre en place des aménagements provisoires pour raison d'urgence, dont ont profité à la fois les transports publics et les cyclistes.
quasiment en mode commando à coups de bidons de peinture qui ont permis de réduire la place de la voiture et d'augmenter celle dévolue au transport public et au vélo. Et ça permet d'inverser cette tendance, comme vous l'avez montré tout à l'heure, avec des croissances très très fortes, mais qui en chiffres absolus restent quand même relativement faibles. On parle par exemple on est passé de 8 000 à 15 000 cyclistes par jour sur tel et tel viaduc ou tel passage, alors que par exemple pour les transports publics, on est à plus de 350 000 voyageurs par jour. Donc voilà, les tendances sont ce qu'elles sont. Et là aussi, c'est la tarte à la crème. La pente, c'est vrai qu'à Lausanne, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui a façonné et qui continue de façonner le paysage et donc d'influer sur la mobilité. Donc, en introduction, quelques mots sur les transports publics de la région lausannoise. Donc, on est une entreprise multisystème. Certains disent qu'on est le musée avec le maximum de systèmes différents réunis au même endroit. Chacun de ces systèmes, effectivement, est soit le résultat de l'histoire, soit le résultat justement de la topographie ou du niveau de desserte attendu suivant les secteurs de l'agglomération. Donc, on a notre colonne vertébrale qui est le métro M2, qui est le plus petit métro automatique du monde avec une pente de 12%, sachant que le plus petit métro automatique de la plus petite ville du monde, on partage ce titre à quelques dizaines de milliers d'habitants près avec Rennes. Donc on est en compétition ouverte avec Rennes, qui a d'abord eu son VAL et nous ensuite on a eu notre métro automatique ouvert en 2008 et qui effectivement sert de remonte-pente dans tous les sens du terme, à la fois pour les clientes et les clients. En hiver, on a des luges dans ce métro, étant donné que on a sur les hauts de la ville, comme vous le mentionniez, encore un peu de neige de temps à autre avec une piste de luge. Et c'est un métro qui était aussi conçu à l'époque en tout cas il y a eu une votation populaire pour accepter le principe du financement, a été vendu comme un ascenseur à vélo. Alors, j'évoquerai brièvement un peu plus loin dans la présentation le fait qu'on en est extrêmement loin, mais ça reste quelque chose de très intéressant. Et le dimanche après-midi, tout le monde descend au bord du lac en famille à vélo et on doit engager du personnel de terrain pour filtrer les vélos, les poussettes dans le métro, qui a une cadence de 4 minutes le dimanche après-midi, mais qui est insuffisante pour absorber tout ce trafic. On a également un métro sur rail qui, lui, est destiné à desservir le secteur des hautes écoles. Donc ici, dans ce secteur, on a environ 35 000 étudiants, collaborateurs, collaboratrices et personnel qui travaillent sur ce site des hautes écoles. Donc un métro qui date de 91 et puis qui a été aussi complètement victime de son succès. On exploite depuis 2013 un chemin de fer régional qui part à une vingtaine de kilomètres du centre de la ville de Lausanne. Donc une desserte périurbaine. On est vraiment encore sur des petites localités qui connaissent un très fort développement démographique et qui pour nous est justement une cible en termes de multimodalité. J'y reviendrai. On exploite aussi, on le voit de façon un peu schématique, un réseau de lignes régionales de bus qui vont aussi à peu près une quinzaine de kilomètres du centre-ville. Et puis, on a un réseau de trolleybus qu'on a conservé depuis les années 1930 et de bus urbains qu'on est en train de décarboner comme partout ailleurs avec des mâts de recharge qui vont bientôt fleurir dans la ville. Tout ça pour environ 125 millions de voyageurs annuels prévus pour 2023. On est au-dessus de 2019, donc on a plus que retrouvé le trafic 2019, sachant qu'on a vécu des périodes assez compliquées où on annonçait voilà, mort des transports publics, mais en tout cas une situation très très délicate avec l'essor du télétravail, avec l'essor justement de la pratique du vélo et de la marche pendant le Covid. Et donc on nous a plus ou moins dit en 2021 qu'il fallait arrêter enfin, prévoir
éventuellement d'arrêter de développer le réseau, étant donné qu'on serait dans un autre monde. Et donc en 2022, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout dans un autre monde, à la fois sur le côté positif où le trafic est revenu en transport public, mais le côté négatif, c'est que la voiture est revenue également en force. Et donc les changements d'habitude que certains imaginaient structurels étaient pour le coup conjoncturels. Idem sur le télétravail. Euh, on estime que le télétravail nous fait perdre actuellement environ 5% de clientèle, mais la croissance du réseau et la croissance d'autres trafics, notamment ceux de loisirs, fait que déjà en 2023, on n'a quasiment plus d'impact, sachant que le télétravail a un impact différencié sur les transports publics en fonction de la longueur du déplacement. Les personnes qui ne vont plus travailler à Genève ou Berne en train, eh bien, ce sont les chemins de fer fédéraux qui remarquent des pertes de clients. Mais ces personnes qui télétravaillent à Lausanne, ben, à midi, elles vont aller faire leurs courses ou aller au restaurant, et le soir, elles vont se déplacer aussi. Donc on est moins touché par ce phénomène qui reste pourtant assez prégnant dans d'autres villes, que ce soit en Europe ou de façon plus inquiétante aux États-Unis, où là, certaines villes, il y a encore 30% de trafic perdu par rapport à 2019. Donc, est-ce que c'est vraiment une agglo qui se prête à la multimodalité? C'est peut-être un peu la question qu'on est en droit de se poser. Alors nous, on estime que oui, mais pour mettre tout de suite les choses au point, on n'estime pas que c'est la multimodalité qui va nous permettre de faire des miracles ou de contribuer à une très, très forte augmentation de la fréquentation et des parts modales transport public. On estime plutôt que c'est une piste qu'on doit suivre, ne serait-ce que pour des raisons d'image, d'arrêter de poser notamment les vélos et les transports publics, ce qui est quand même une guéguerre assez largement relayée par certains milieux ou par la presse. Donc c'est une question de posture qu'on souhaite affirmer. Et puis, ben, je reviens, nous pouvons certifier, même si on n'a pas enregistré notre échange d'hier avec Fanny, que nous avons bien eu, sans nous concerter, la même définition de la multimodalité et de l'intermodalité. Jusqu'à présent, les politiques de mobilité ont surtout ciblé l'intermodalité avec le développement des parkings d'échange le long des gares, qui là, en Suisse, c'est une politique qui a, on peut dire, une vingtaine d'années et qui, au gré des difficultés de circulation dans tout le secteur lémanique, est ceinturé par une seule autoroute avec quasiment un accident par jour. Et donc, depuis cette forte croissance de la mobilité automobile, les parkings d'échange, eux, se retrouvent pris d'assaut. Et dans plusieurs, il y a des listes d'attente pour obtenir des abonnements. Donc, ils sont un peu victimes de leur succès. D'où le fait qu'on transforme un petit peu la politique dans le sens que si on parle d'intermodalité voiture-transport public, la nouvelle politique du canton de Vaud va être de cibler des petits parkings d'échange, mais à maximum 4 à 10 km du domicile, pour s'articuler directement sur des lignes régionales de transport public, soit ferroviaires, soit routières, et abandonner la politique de grands parkings d'échange d'entrée de ville qui fait que bah, d'une part ça cannibalise justement des lignes régionales pour lesquelles beaucoup d'argent public est investi, et d'autre part bah, les embouteillages sont déjà avant le parking d'échange, donc cette fonction-là n'est plus valide. Donc, voilà pour cette définition de l'intermodalité et puis alors celle de la multimodalité. Quand on a essayé de faire comprendre notre stratégie multimodale à nos administrateurs, on s'est dit que si on allait trop dans les détails, on allait les perdre. D'autant que si on veut ajouter des finesses, on peut avoir de l'intermodalité multimodale, c'est-à-dire un jour on fait voiture plus train, de l'intermodalité, puis le jour d'après, on fait que voiture ou une autre forme d'intermodalité. Donc, c'est pour nous, ce qu'on appelle multimodalité, ça englobe le tout. Et puis, notre objectif, ben, c'est de se trouver une place à l'intérieur de cet écosystème. Donc, même si vous ne connaissez pas tous ces logos, très rapidement, on a une communauté tarifaire. Donc, nous-mêmes, TL, nous ne sommes pas maîtres des tarifs. Il y a 13 entreprises de transport sur le canton de Vaud. Et c'est cette communauté tarifaire qui fixe elle-même les tarifs à la fois pour les billets, pour les abonnements, en fonctionnant par un système de zones. Donc, on a plus de 150 zones différentes, ce qui est
abominable et impossible à comprendre pour les clients. Ça, c'est un autre débat, mais donc ça veut dire qu'on doit déjà s'inscrire dans cette logique-là. On a les chemins de fer fédéraux qui sont, entre guillemets, «nos concurrents» sur des liaisons, intra-agglomération, mais disons ça c'est plutôt une vision courte vue. On pense plutôt que c'est eux qui nous amènent beaucoup de trafic et on est justement très complémentaires. Pour rappeler 2-3 ordres de grandeur, un RER à une vitesse commerciale, donc c'est-à-dire y compris, les temps d'arrêt, d'environ 60 km/h, donc c'est le plus adapté pour traverser l'agglomération. Nos métros ont une vitesse commerciale de 20 km/h et puis les bus ont une vitesse commerciale, de 14 à 15 km/h et de 8 à 9 km/h dans le pire des cas, à cause des embouteillages, des chantiers et autres. Donc il y a une vraie complémentarité à avoir, mais c'est vrai qu'il y a quand même une concurrence en termes de vente de billets. Donc comment est-ce que les CFF peuvent vendre des billets pour la communauté tarifaire et donc entre guillemets pour TL et touchent une commission de vente. Et à l'inverse, ben, sinon on ne les vend pas, on doit donner une commission de vente à ceux qui l'ont vendu à notre place. Donc il y a quand même un peu de concurrence, en tout cas au niveau tarifaire. On a quelque chose qui s'appelle Fertic, qui est déjà établi en France, notamment dans la région Occitanie, qui est un système qui permet de payer vraiment à l'usage le transport public et d'avoir exactement toujours le meilleur tarif. Donc, on lance le système sur son application quand on rentre dans un bus. On la coupe quand on sort du bus, on la re-rentre quand on rentre dans le train et donc on peut faire, Lausanne, Zurich, Genève, Lausanne, plus prendre le chemin de fer régional et à la fin de la journée, le système calcule automatiquement le meilleur prix. Ça permet d'éviter de se dire: «Ah ben, j'aurais mieux fait de prendre un abonnement journalier, une carte journalière», et puis on travaille sur ces systèmes pour avoir ce système de prix capé au niveau du mois parce que ça, c'est aussi des résultats du Covid. On a perdu beaucoup d'abonnés avec toutes les incertitudes sur est-ce que je vais revenir au travail, est-ce que je ne vais pas revenir au travail. Et donc, ce système permet là aussi de se dire, bah, vous êtes sûr de faire le meilleur choix. Au bout de X voyages, vous ne payerez plus rien la fin du mois. On a un système de véhicules en autopartage qui s'appelle Mobility, qui est un système national. Publibike, qui est notre Vélib là aussi national. Et puis, ben, d'autres opérateurs de covoiturage. Uber, c'est très compliqué en Suisse en raison de la législation. Donc, ils sont là, ils sont plus là, ils sont de nouveau là. Mais donc voilà, on est dans cet écosystème et plutôt que uniquement le subir, ben, on souhaite en effet pouvoir décider avec qui on fait des partenariats et de quelle manière. Donc ça nous pose évidemment, je dirais, 2 types d'enjeux sur lesquels je reviendrai rapidement. Des enjeux infrastructurels, donc quelles sont les infrastructures dont on a besoin pour développer la multimodalité? Puis en termes d'usage, quelles sont les facilités, soit tarifaires, soit par le biais d'applications qu'on peut, mettre en œuvre pour éviter que, bah, ça a été relevé tout à l'heure, c'est compliqué de prendre son vélo dans les transports publics en Suisse. Il faut savoir, suivant la saison, il y a des saisons où c'est à réservation, d'autres pas, le type de train, mais effectivement le seul élément uniforme, c'est que c'est pas gratuit, mais ça reste très compliqué. Donc nous, on a tenté, en tout cas sur l'agglo lausannoise, de lancer un produit beaucoup plus simple. Notre démarche, comme je l'expliquais, elle vise pas à dire que la multimodalité va être, à l'origine de monts et merveilles, mais justement de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus, large qui est, de, contribuer activement à des objectifs extrêmement ambitieux, des plans climat, à la fois au niveau du canton, donc l'équivalent du département et au niveau de la ville. Donc évidemment, chacun a son propre système de mesure, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais donc on voit que là, notamment au niveau du canton, on a des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importants, sachant qu'au niveau du canton, la mobilité compte pour 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un enjeu majeur avec
là, petit clin d'œil à l'intervention télévisée de l'autre soir, on va pas pouvoir se contenter de dire qu'on adore la bagnole. Il va vraiment falloir prendre des mesures extrêmement fortes pour offrir des alternatives, mais aussi pour manier un peu le bâton. Sinon, on n'arrivera jamais à ces objectifs, sachant qu'en Suisse, on a la fâcheuse tendance à tout ce qu'on gagne en termes d'émissions de CO2 par véhicule, avec l'amélioration de la technicité des moteurs, on le perd avec l'augmentation du poids des véhicules. Donc, on est malheureusement peut-être juste après les États-Unis, mais en tout cas les champions des SUV. Et donc, on ne respecte pas du tout les normes qu'on s'est fixées nous-mêmes d'émissions limites des nouveaux véhicules mis sur le marché. Donc, ça nécessitera des enjeux extrêmement, ça nécessitera des efforts extrêmement importants. Sur Lausanne, on va plutôt raisonner en termes d'évolution de part modale, en termes de déplacement, parce que là aussi, il y a 43 façons de calculer les parts modales. Donc, par rapport aux chiffres qui ont été présentés, qui sont en 21, alors qu'ils sont un tout petit peu à prendre avec des pincettes, étant donné qu'on était encore en phase Covid, on a eu, on a eu pas mal de débats au sein de l'agglomération qui étaient hyper satisfaites de chiffres magnifiques où pour une fois la part de la voiture diminuait ou en tout cas restait stable. On les a rendus attentifs au fait qu'il y avait le Covid et malheureusement les comptages qu'on a en 2023 montrent que la voiture est revenue en force. Mais disons sur Lausanne, l'objectif c'est, vous le voyez sur ces camemberts, d'augmenter de façon extrêmement importante la part du vélo, de diminuer, de commencer à diminuer la part de la voiture. Et puis, la marche reste à peu près stable, sachant que si on voulait vraiment représenter ça par un camembert, il faudrait montrer également que le camembert de droite grossit extrêmement. Ça a été rappelé, on a une agglomération de 400 000 habitants. À l'horizon 2030-35, on attend à peu près 100 000 habitants et emplois supplémentaires. Donc, ça peut sembler un peu faible de passer, par exemple, pour les transports publics de 21 à 25%, mais ça nécessite qu'on fasse fois 2,5 dans notre fréquentation pour donner un ordre de grandeur des enjeux qui nous amènent. Donc là aussi, ce fois 2,5, de nouveau, on ne l'atteindra pas avec, que avec la multimodalité, mais ça s'insère dans ce contexte plus général. Donc, au moment d'élaborer notre stratégie, on avait toutes sortes d'axes possibles. On pouvait devenir les rois de la multimodalité, comme c'est le cas de certains exploitants dans certaines agglomérations qui exploitent, et c'est le cas de certaines délégations de services publics en France, qui exploitent à la fois le transport public, mais aussi le vélo en libre service, mais aussi des voitures partagées, plus du transport à la demande. Vu la multiplicité des acteurs et vu le fait qu'on a à peu près 2 milliards d'investissements prévus, je ne donne pas l'équivalent en euros vu qu'on est à parité, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et donc, vis-à-vis de notre conseil d'administration, c'était un peu délicat de dire qu'on allait en plus prendre des nouvelles attributions. Donc, on a décidé de se concentrer sur deux axes. Le premier, c'est d'aménager les interfaces dont on est propriétaire. Alors, il y a une particularité, là, on va se concentrer sur le réseau régional, étant donné que c'est là qu'on estime avoir les plus forts potentiels de clientèle supplémentaire, avec cette petite figure qui démontre que, certes, si on habite à proximité d'une gare, on peut y aller à pied. On a fait toute une série d'études qui montrent que les personnes, pour aller prendre un chemin de fer régional fiable, avec des horaires fiables toutes les 15 minutes, sont prêts à marcher entre 500 et 800 mètres. Mais utiliser un vélo, voire un vélo électrique, permet d'augmenter cette distance acceptable et donc de contribuer à permettre de renoncer peut-être à la troisième ou à la deuxième voiture du ménage. Et de nouveau, dans une optique multimodale, c'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être que quand il fait beau, quand c'est à la belle saison, mais de proposer cette alternative. Et là, on a une marge de manœuvre sur le chemin de fer régional parce que c'est nous qui possédons les quais, les abris, etc. En ville et sur le réseau régional bus, on a moins cette marge de manœuvre. Ce sont les communes qui sont responsables des aménagements. Mais c'est là qu'on estime avoir le maximum de potentiel dans une logique, cette fois, d'intermodalité, c'est-à-dire combiner l'usage du vélo
avec l'usage du transport public sur un même trajet. Et puis le deuxième axe sur lequel on souhaite se développer, sachant que, peut-être juste pour rappeler, la stratégie a été validée en fin d'année passée, donc on est vraiment au démarrage des études et des différents éléments qu'on peut faire, même si, comme Monsieur Jourdain, on faisait de la multimodalité avant cette stratégie. Le deuxième axe, c'est de développer un portail multimodal, c'est-à-dire que les personnes, les habitantes et les habitants aient le réflexe d'aller voir sur le site TL toutes les formes de mobilité possibles sans forcément qu'on en soit responsable. C'est-à-dire qu'on fasse aussi la promotion des voitures partagées, du covoiturage, du vélo partagé, mais avec chaque fois un renvoi vers les sites internet en question et évidemment le service après-vente des différents éléments en question. Mais pour éviter qu'une personne, soit un touriste, soit une personne qui débarque à Lausanne, soit une personne qui se repose des questions sur sa mobilité, doivent faire elle-même l'effort d'aller voir l'offre de multimodalité sur différents sites. Donc pas de volonté d'intégration, mais une volonté sous le mode portail de visibilisation des différentes alternatives multimodales. Alors, je poursuis par quelques exemples avant qu'on ouvre la partie des échanges et des questions. Donc, comment développer l'attractivité sur le réseau régional. Donc ici, vous avez sur la gauche de la figure la ligne de chemin de fer régional euh, et à quelques kilomètres, une ligne structurante de bus régional. Donc c'est la première ligne de bus du canton avec quasiment 1 million de voyageurs annuels, une cadence de 15 minutes à l'heure de pointe et des personnes qu'on laisse à quai malgré cette cadence. Donc depuis ce lundi, on a dû rajouter in extremis un véhicule et autrement une cadence continue de 30 minutes de 6 heures à minuit, 7 jours sur 7. Donc pour le canton, justement, si on veut avoir une offre et une alternative à la voiture, il faut qu'elle soit crédible. Et donc, ça marche bien. C'est une ligne qui a connu une très forte augmentation de sa fréquentation. Et donc, on souhaite, alors c'est stylisé ici, travailler sur seulement les arrêts qui nous semblent avoir le potentiel le plus important. Donc, en allant regarder, on a par exemple ici le terminus de la ligne. Le village est relativement étendu, va jusqu'à 1 kilomètre de l'arrêt. Et donc, bah, là, justement, c'est la distance un peu délicate pour y aller à pied. Et il n'y a pas la place ni la volonté de la commune de faire un parking d'échange au centre du village, mais plutôt de continuer à densifier et aménager des espaces publics de qualité. Donc pour ici, le vélo est ici dans une moindre mesure, on a tout un secteur qui souhaiterait que la ligne soit prolongée jusque là-haut. Nous, on ne souhaite pas parce que ça commence à faire un détour important pour venir ici. Mais de nouveau, pour venir à vélo jusqu'à ce secteur qui s'appelle Boiton, ce serait quelque chose d'intéressant. Donc, pour vous montrer que c'est un travail en cours, nous allons présenter cette approche ce soir aux communes de cette ligne régionale pour voir avec elles comment est-ce qu'on peut travailler de concert pour développer différents arrêts et favoriser la multimodalité. Autre exemple, là sur le chemin de fer régional, là on est allé un peu plus loin en ayant déjà une estimation du nombre de places vélo qui nous semblait pertinente gare par gare, en ciblant là aussi les villages considérés avec les distances considérées. Et puis bah, là aussi, on a répondu d'abord à une demande d'une commune, ensuite à des pétitions de cyclistes, parce que c'est vrai que il n'y a aucune unité de matière sur l'offre en matière de parking. On a des endroits où on a des endroits sécurisés pour laisser les vélos, d'autres, on n'a même pas d'abri. À un autre endroit, ils doivent s'accrocher à une barrière. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi une offre qui soit uniforme et qui permette de retrouver avec certitude non seulement sa roue avant, mais l'entier de son vélo quand on rentre du travail. Donc voilà pour les exemples liés à l'intermodalité. Très rapidement, je voulais vous montrer ce qu'on a fait dans le métro, où là, on raisonne plutôt sur l'emport du vélo à l'intérieur du métro pour exercer cette fonction d'ascenseur urbain que je mentionnais tout à l'heure.
et objectivement, on est dépassé par le succès, étant donné que les rames ont été conçues à la base pour transporter 1 à 3 vélos et là, certains dimanches, on peut être à 10, 15, 20 vélos dans les rames, ce qui pose des problèmes assez majeurs, étant donné les cadences élevées, la pente du métro. Donc, on a une rampe de 12% à la gare centrale, donc c'est pas évident non plus les entrées et les sorties. Et puis, pour l'instant, on a des consignes qui sont peu claires, c'est-à-dire que les vélos sont autorisés si la place le permet, ce qui veut strictement rien dire parce que vous pouvez monter au terminus et la place le permet. Et puis ensuite, vous voyez avec consternation la rame se remplir et le fait que peut-être vous n'arriverez pas à sortir avec votre vélo. Donc, on est en train de travailler sur la façon d'améliorer la visibilité et d'améliorer la cohabitation avec les autres clients parce que toute la place qu'on fait en plus pour les vélos, c'est des places en moins pour les clients. C'est des rames qui sont très petites. C'est des rames enfin, celles que j'ai en arrière-plan, c'est comme le métro de la ligne 14 à Paris, sauf que nous, on a 2 caisses au lieu de 10. Donc, on met 230 personnes par rame en serrant bien et déjà beaucoup moins avec 1 ou 2 vélos. Donc, on a organisé un test grandeur nature avec des associations de cyclistes et des personnes volontaires qu'on a recrutées pour tester toute une série d'éléments. Donc, vous pouvez passer très rapidement, vous aurez la présentation pour la consulter. Mais pour vous montrer voilà, qu'on souhaite aussi prendre en compte cette question-là et pas uniquement raisonner sur laisser le vélo à la gare, parce qu'on voit que notamment pour les loisirs, les personnes préfèrent venir avec leur propre vélo. Il y a les vélos pour enfants, il y a des vélos avec remorque et tout ça, c'est difficile de dire vous avez qu'à le laisser à la gare ou à la station de bus. Des personnes pour les loisirs, elles souhaitent utiliser leur propre vélo. Donc, on a pu déterminer comme ça, par rapport à notre panel qui est pas représentatif, c'est un panel de type de cyclistes, mais ça permet déjà de voir qu'on a une utilisation, par exemple, que pour le travail qui est extrêmement faible et que c'est vraiment bien un enjeu lié au loisir. On le voit sur le type de vélo aussi, on a un peu toutes sortes de types de vélos. Alors ça nous a quand même surpris. On a même des personnes qui louent un vélo partagé pour ensuite prendre le métro. Ça vient du fait qu'on a malheureusement un réseau de stations en vélo partagé qui est extrêmement peu dense. Et donc, en effet, malgré tous nos efforts pour convaincre la société de, par exemple, installer ne serait-ce qu'une station de vélo à chaque station de métro, c'est encore loin d'être le cas. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de totalement absurde. De même que les cyclistes qui prennent le métro à la descente, ça aussi c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais voilà, donc, et on voit que l'expérience actuelle est vraiment médiocre, sachant que globalement, nous, on a plutôt des scores de 4 à 4,5 sur 5 sur la satisfaction générale des clients sur notre système de transport. Donc, on a testé des nouvelles formes de signalétique, déjà que le vélo apparaisse en grand, comme c'est par exemple le cas sur les rames de tram à Lyon, qu'on ait un picto en station pour savoir exactement à quelle porte il faut rentrer, parce que on doit mettre les vélos, vu la pente, au fond de la rame pour éviter que les vélos ne redescendent même s'ils sont bien tenus. Et donc, on a testé à la fois des nouvelles formes de signalétique extérieure, des signalétiques intérieures aussi pour légitimer la place du vélo à l'intérieur des rames, parce qu'ils se font souvent mal voir par les autres clients et clientes. Et donc, ça a permis de voir qu'en effet, il y avait un intérêt à mieux légitimer, au même titre qu'on a des places réservées aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, qui sont clairement identifiées et légitimées. Mais effectivement, c'est pas le cas avec le vélo pour l'instant. Et puis, on a travaillé aussi sur une signalétique. Ici, on a des strapontins qui doivent être relevés en période de pointe pour permettre le passage de plus de personnes, qui doivent aussi être relevés en pointe de loisirs pour les vélos. Mais ce n'est pas un système qui est super simple à expliquer. Il y a certaines personnes qui veulent rester assises à ces endroits-là. Donc, en effet, il y a des règles de savoir-vivre, entre guillemets, qui doivent être mises en place. Et puis, il reste quand même, selon l'appréciation des personnes interrogées, des difficultés de cohabitation. Donc voilà, ça c'est un test qu'on a fait en 2022
Actuellement, on est en pleine phase de restructuration de nos 2 projets de métro. Donc on a dû mettre, de côté, pour l'instant cette réflexion, faute de ressources, mais on sait qu'on doit la traiter étant donné que, le nombre de vélos, explose et puis cet été, ce dernier été, on a également une augmentation de 20 de la fréquentation en transport public par rapport à l'été 2019. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis alors, pour favoriser, l'usage du vélo par le biais d'abonnements, on a lancé 2 produits modaux, pardon, TL+ vélo avec Publibike. Donc ça, c'est le vélo partagé qui fonctionne objectivement pas très bien parce que justement le réseau de stations est très peu dense et puis, malheureusement la société a vécu, une phase intense de dégradation, de vol et de déprédation. Donc ils ont dû carrément fermer tout le réseau lausannois pendant plusieurs mois. Et là, il revient tranquillement. Mais donc là, l'offre, pour vous donner un ordre de grandeur, un abonnement transport public sur 2 zones, donc sur le, disons, le centre de l'agglomération, dans Lausanne et les communes environnantes, c'est 74 francs par mois. Et là, on offre avec plus 9 francs par mois ou plus 99 francs par année, la possibilité d'utiliser gratuitement par tranche de 30 minutes un e-bike, parce que là aussi, le vélo partagé, mais sans assistance électrique à Lausanne n'est pas prévu d'avoir un grand avenir. Et puis, si on veut emporter son propre vélo, bah, là, on peut avoir une carte journalière qu'on commande par SMS. Donc là aussi, c'est l'idée que ce soit extrêmement simple et facile à comprendre. Et puis, on peut prendre un abonnement mensuel. On rajoute aux 74 francs, 15 francs. Et là, on peut utiliser autant de fois qu'on veut, prendre avec soi le vélo dans le bus, dans les bus régionaux, dans le chemin de fer régional et dans le métro. Alors, je ne vous cache pas que pour l'instant, ça reste encore assez confidentiel. On parle de quelques centaines de ventes par mois, mais disons, ça nous permet de renouer contact aussi avec les associations de cyclistes qu'on avait perdues pendant toute la phase Covid et d'aller dans cette direction. Voilà donc en conclusion notre proposition de valeur qu'on a fait valider par notre conseil d'administration, comme je l'indiquais en fin d'année passée, avec la question d'étendre ce périmètre d'attractivité, l'enjeu lié, au plan climat et puis le fait qu'on anime ce portail multimodal à destination soit des entreprises, soit des collectivités, soit du client final, de telle sorte qu'on puisse avoir, davantage de personnes intéressées par ce type de démarche. Voilà, merci beaucoup et donc je suis volontiers à votre disposition pour, répondre à vos questions. Bah, je vous remercie. Je vois que les questions commencent à arriver, dans la conversation. Heu, voilà, moi-même, j'en avais peut-être une ou 2 d'ailleurs. Je vous félicite, de l'idée, même de du test que vous avez fait dans le métro et je me demandais quelle durée de test est-ce qu'il y avait eu? Le test a duré combien de temps? Alors le test, c'était une opération, coup de poing, donc c'était sur une journée. Donc on a travaillé en amont avec les associations de cyclistes pour savoir qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui serait intéressant pour elles de tester. Et puis on a utilisé un quai, inutilisé d'une station où d'habitude on gare une rame de réserve et qui est a priori pas ouvert au public. Donc on a pu nous-mêmes personnaliser le quai sans que ce soit, une gêne avec, le trafic, normal. Et puis idem, on a sorti une RAM, de la maintenance et on l'a personnalisée pour le test et bah, ensuite on a passé de la journée. Moi, je suis, évidemment allé aussi. Donc les gens venaient avec leur propre vélo, essayaient de se placer dans la rame. Il y avait des acteurs qui jouaient le client pas content qu'il y ait des vélos. Il y avait des acteurs qui jouaient aussi des personnes qui empêchaient un peu de sortir pour voir un peu comment se passait, la cohabitation entre ces 2 modes. Le but ensuite était de faire un test en exploitation, mais là, c'est tout de suite plus compliqué et plus délicat. On a déjà appris beaucoup de choses avec ce test, statique. Bah, merci bien et j'avais une deuxième question avant que Éline nous présente les questions du public. C'était par rapport à l'aire d'attractivité. Vous avez dit qu'à pied, vous avez pu constater que c'est au maximum 500-800 mètres de marche d'une des gares régionales. Hem
Mais à vélo, je vous la montre rapidement sur un petit graphique, là, les distances indiquées étaient entre 2,9 et 4,5 kilomètres Oui, là, on a en environ. fait ciblé, les villages qui nous semblaient, pouvoir être, attractifs pour aller vers telle gare, mais, avec un vélo électrique, on pourrait cibler plus loin. Ça, il y a aucun souci, mais c'est déjà pour voir si on avait un potentiel pour le vélo sans assistance électrique, mais l'intérêt du vélo à assistance électrique, c'est que ça élargit encore considérablement la taille des cercles. Des situations sur vos lignes où élargir cette taille des cercles-là permettrait à l'usager de choisir d'utiliser la gare 1 ou la gare 2, ce qui serait sur 2 lignes distinctes? Exactement, ou là, pour l'exemple que je donnais, plutôt le chemin de fer régional ou plutôt le bus, en fonction de où il va dans l'agglomération, s'il va pas forcément au centre-ville, parce qu'il y a des zones d'activité, des zones d'emploi qui sont en dehors du centre-ville. Donc ça lui permettrait de ou en fonction de l'offre qu'il y a, le week-end, qui est pas forcément la même sur les 2 types de lignes, de choisir l'offre qui lui semble la plus adaptée, tout à fait. Merci bien. Eileen, est-ce que tu veux nous présenter quelques-unes des questions qui ont surgi, du public? Oui, bien sûr. Donc, déjà, on a eu un premier commentaire lors de la présentation que la topologie de Lausanne est similaire à celle de La Réunion, mais avec plus d'équipements. Et Et moins après de la volcans première, comment? et moins de volcans. Tout à fait, tout à fait. Et sinon, première question de Robin, Libert. Quels sont les types d'aménagements, donc arceaux, box, sécurisés, et cetera, et des services qui sont envisagés aux centralités de rabattement vélo? Alors ça, on va en discuter avec les communes parce qu'effectivement, c'est elles qui auront la main sur la surface qu'elles peuvent nous mettre à disposition. Nous, ce qu'on estime indispensable, c'est abri, enfin, soit box, soit hangar avec un code, et cetera. Mais en tout cas, que les vélos soient abrités et sécurisés. Pour les services, ça dépendra des communes. Il y a des communes qui souhaitaient mettre des installations de recharge. Ça ne nous semble pas forcément hyper pertinent, si c'est justement pour, aller à 10 kilomètres, en vélo électrique, prendre le train. Il n'y a pas forcément en plus de le recharger, si ce n'est pour économiser l'électricité ou par opportunité, mais disons, il n'y a pas forcément besoin d'une fonction de recharge. Heu et pompes, enfin, tout est ouvert. Ça peut être, par exemple, de s'associer avec des petits commerces, à côté de la station qui voudraient offrir, café plus service vélo, tout est ouvert, mais pour être tout à fait franc, comme je vous l'indiquais, on démarre dans les possibilités de collaboration avec les communes. Merci beaucoup. Donc on passe aux deuxième question. C'est Claire-Marie Javary, qui demande: «L'usage de vélos pliantes est-il, répandu à Lausanne? Encouragez-vous les usages à aller vers ce type de vélo pour réduire la pression sur l'embarquement à bord?» Alors on n'encourage, pas ce type, enfin on n'encourage aucun type de vélo. C'est assez particulier, mais on a un transport, par bateau qui vient d'Évian et de Thonon, et là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont soit des trottinettes électriques, soit des vélos pliables et vélos pliables, électriques, qui leur permettent étant donné que les vélos sont interdits sur les bateaux, pour des raisons de place, il y a 700 personnes qui viennent, tous les matins par course, sur ces bateaux et qui ensuite rentrent dans le métro M2 à Ouchy, au bord du lac. Donc c'est plutôt avantageux qu'ils aient un vélo pliable, mais les personnes qui ont ce vélo pliable, elles vont plutôt l'utiliser, au sortir du bateau et donc nous, ce qu'on constate, c'est que quand même on a assez peu d'usage de vélos, pliables dans les transports publics, en milieu urbain, parce que les personnes à ce moment préfèrent faire l'entier du trajet, à vélo. Contrairement au régional où, là, ça pourrait être, une possibilité que les personnes, utilisent un vélo pliable pour aller jusqu'à la station et puis ensuite, le mettre dans le bus ou dans le train, sachant qu'en Suisse, si le vélo est plié, il peut être transporté gratuitement. Donc c'est aussi intéressant au niveau financier. Merci. Et il y a une question par rapport aux bus. Est-ce que vos bus sont équipés des porte-vélos? Si c'est le cas, est-ce qu'ils sont avant ou arrière le bus? Si la réponse est non,
Est-ce que vous proposez des parkings en nombre suffisant? Alors non, on n'utilise pas de porte-vélo. Ça nous est tous les 6 mois, il y a quelqu'un qui nous pose la question ou une municipalité qui nous demande d'y réfléchir. Alors on est opposé à cette, pratique pour des raisons, pour 2 raisons. Une raison de sécurité d'abord, parce que ça signifierait qu'en milieu urbain, les gens doivent descendre, sur la route ou sur la rue, puis accrocher leur vélo. Alors à l'arrière, en plus, il y a pas moyen de voir s'il est bien accroché. À l'avant, c'est aussi extrêmement compliqué. Donc il y a pas de volonté d'aller dans ce qu'on voit dans des villes, aux États-Unis, par exemple, avec les fameux bus avec les porte-vélos à l'avant. La deuxième raison, c'est les temps de parcours. Si chaque emport de vélo, s'il fallait le crocher à l'avant ou à l'arrière, prend beaucoup de temps. C'est aussi la responsabilité du conducteur que tout se passe bien et donc c'est assez, ce serait assez délicat. Donc non, ce qu'on constate en Suisse, c'est qu'il y a des porte-vélos plutôt sur des lignes régionales, mais qui vont, par exemple, d'un parcours de centre-ville jusqu'à une station où on a un téléphérique ou une télécabine ou un lieu de loisir. Et là, les personnes, elles font l'aller et le retour d'un bloc. Mais en tout cas, en milieu urbain, ça ne nous semble pas adapté pour des raisons notamment de vitesse commerciale. Et puis, alors, de nouveau, en milieu urbain, on a mis des parkings à vélo à certains endroits, mais pour être tout à fait franc, ça ne rencontre pas beaucoup de succès parce que justement, là, je pense qu'on est plutôt sur de la multimodalité, des personnes qui vont entièrement à vélo un jour, entièrement en transport public le deuxième, mais il n'y a pas tellement d'intérêt si on est déjà en ville, qu'on aime faire du vélo, de s'arrêter, de poser son vélo, de l'accrocher, puis de prendre un bus. Ça ne correspond pas à une pratique qui maximise le côté pratique de chacun des deux modes de transport. Donc là, de nouveau, c'est pour ça que notre approche en termes de parking, elle va être à vélo, elle va être concentrée sur le régional, où là, on a d'autres formes de pratiques. Très bien, bah, merci beaucoup. On a encore une question. Donc parallèlement à l'import des vélos dans les trains, comment pensez-vous développer l'intermodalité en laissant le vélo en gare? Vous parlez d'une uniformisation de l'offre de stationnement en gare. L'opérateur, du train va-t-il prendre en charge ce stationnement? L'offre de stationnement sera-t-elle comprise dans le prix des billets? Alors nous, on n'a aucune marge de manœuvre sur les gares, donc les gares sont propriété exclusive des chemins de fer fédéraux si la question est sur les grandes gares. Si la question est sur le chemin de fer, régional, oui, alors là, l'idée, c'est justement d'unifier l'offre de stationnement, comme je le mentionnais tout à l'heure, qu'on ait au moins un niveau minimum qui est la sécurisation et l'abri gare par gare et là, on partirait plutôt sur une tarification, donc pas forcément incluse dans le prix du billet, mais une tarification, mensuelle, comme c'est le cas pour des vélostations, mais avec un tarif, modique, mais qui permette au moins de couvrir quelques frais, liés à l'installation et à la maintenance de ces parkings. Très bien. Je vois plus de questions dans le chat. Bah, Je sais pas Fanny s'il restait des questions. Ah si, il y en a une, encore une question. Donc quelle stratégie vous semble la plus adaptée pour encourager massivement l'intermodalité avec une capacité limitée d'emport? C'est Nicolas Frasier qui pose la question. Oui, alors je pense que si on veut vraiment, encourager massivement, ça passera en effet pas par l'emport. On a actuellement une telle surcharge donc c'est depuis la rentrée universitaire, la semaine passée, on laisse des clients à quai, dans les métros, sur 4 lignes de bus, même sur des lignes de minibus. Donc notre objectif est pas de faire davantage de c'est déjà de régler ces problèmes de capacité de clientes et de clients, avant de faire de la place pour les vélos. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de places vides pour les vélos, en journée. On fait toujours un calcul qui fait un peu froid dans le dos, mais si on regarde les places offertes sur l'entier de la journée et leur utilisation, on n'est qu'à 25 de taux de capacité, effectivement utilisé, ce qui est tout à fait logique parce que même le matin, un bus blindé qui, à l'heure de pointe, part au centre-ville, ben, quand il ressort de ville, il est quasiment vide. Mais donc, il faudrait plutôt cibler
des usages différents selon les heures, là où on a de la place pour les vélos, et puis des pratiques différentes, c'est-à-dire vraiment cibler de l'intermodalité vélo plus transport public, plutôt que d'insister sur l'emport, parce que, un vélo, ça prend la place de 3 ou 4 personnes et donc c'est très utile et agréable de l'utiliser quand les rames sont vides, mais quand elles sont pleines, on perd en crédibilité si on veut favoriser, l'emport et que la personne elle-même physiquement arrive déjà pas à rentrer dans le véhicule et encore moins avec, avec un vélo. Je crois que ça clôt les questions. Je remercie tout le monde, d'avoir posé des questions. Je vous remercie, Christophe aussi d'avoir répondu. Je crois que votre dernière, réponse revient aussi un petit peu à ce que vous aviez dit, plus tôt, qui était, quand même cette politique de ne pas opposer le vélo et les transports publics. Donc ça participe aussi au fait que, le vélo peut être utilisé de manière corollaire au transport public, même si on pense à d'autres solutions que l'embord. Un peu plus tôt, vous aviez parlé des parkings d'échange pour les voitures, mais les regrouper, au lieu de les regrouper en gros parkings à l'entrée des villes, faire des parkings avec des distances de 4 à 10 kilomètres, ce qui est aussi la distance que vous nous avez nommée pour les vélos à assistance électrique. Donc, on voit qu'il y a une espèce de synergie là, entre des parkings automobiles où il pourrait y avoir du stationnement vélo aux abords de vos gares régionales. Donc, tout ça à mettre en place pour faire en sorte que l'intermodalité, la multimodalité soit possible dans la grande agglomération de Lausanne. Tout à fait. C'est bien ce C'est que très j'ai bien, compris. c'est bien synthétisé, merci beaucoup. Je vous remercie de votre intervention. Je reprends la main sur la projection parce qu'il me reste quelques annonces à faire avant de laisser tout le monde repartir à d'autres occupations pour cet après-midi. On a déjà une première annonce. Il y a le guide du stationnement vélo en gare. Euh, Rédigé par le collectif Vélo Île-de-France avec le support de Paris-Ancel, de Mieux faire la bicyclette, de la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, et l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, qui est lancé demain matin à Paris, disponible gratuitement en version papier ou en ligne dans les prochains jours. Voilà, vous pourrez les commander en ligne directement sur nos sites web avec les frais de port ou en remise en main propre selon les lieux. Deuxièmement, pour la mi-octobre, nous avons le lancement prévu d'un livre blanc qui va porter vraiment plus précisément sur la question que nous avons abordée aujourd'hui, donc sur le vélo et les transports collectifs des alliés pour la transition, ce qui fait exactement la suite avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Et bien sûr, la troisième annonce, qui est tout simplement que ce webinaire sera mis en diffusion sur le site de l'ADMA et sur notre chaîne YouTube gratuitement, comme toutes les publications de l'ADMA. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Christophe? Non, vous remercier de la mise à disposition de cet espace d'échange et puis de m'avoir contacté pour le webinaire. Et puis nous, on en reste très très volontiers à disposition par mail ou en visite sur place si des personnes sont intéressées à voir concrètement ce qui se passe. Et pourquoi pas réintervenir une fois on aura quelques projets concrets à montrer en fonction de l'avancement de ces derniers. Bon, eh bien, parfait, je vous remercie. Mon mail était disponible à la fin de la présentation, qui sera aussi mise en ligne. S'il y a des personnes donc, qui veulent contacter Christophe, n'hésitez pas à m'écrire de façon à ce que je lui retransmette les demandes. Merci Parfait. Eh beaucoup. bien, je vous remercie. Merci de votre présence. Merci de cette excellente présentation. Et à tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Bon après-midi. Merci. Merci.